Là, on est vraiment sur celle où il y a on est sur du robot. On est vraiment sur l'idée, c'était l'idée de Thibaut quand il m'a contacté, il nous a présenté le projet. C'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée à cette industrie en donnant cette fois-ci de la visibilité, des services supplémentaires à l'utilisation de ces outils. Dans notre milieu de la peinture, il faut savoir que la peinture c'est sympa, mais ça sent mauvais, et ça tâche, et plus personne ne va en faire. Donc on a de moins en moins de personnes qui sont capables de gérer ça. En plus c'est des produits chimiques, ça devient très compliqué. Donc comme on n'a plus personne, en regardant ça, je me suis dit qu'il va falloir absolument pouvoir prendre la main à distance et pouvoir piloter, avoir les informations à distance. Bonjour, je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et la direction générale de partager une vue claire et concise des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous avez du mal à prioriser ? Ersas va vous aider à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting vous prend énormément de temps ? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. Il y a un historique fort entre les métiers et la DSI, Ersas va vous aider à collaborer de manière efficace. En 2022, en partenariat avec Agency, le média de la transformation numérique, nous avons décidé de lancer une saison pour interviewer des DSI sur un sujet critique, la révolution numérique dans l'industrie. Nous avons tenté d'aborder en profondeur les problématiques allant du best of breed versus ERP monolithique, à la transition culturelle entre une PME et une ETI industrielle, en passant par les enjeux de la supply chain. Sur ce, je vous laisse à la découverte de nouvelles façons de faire. Écoutez, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous présenter Jean-Steve et Thibaut de l'entreprise Sames Kremlin. Salut Jean-Steve, salut Thibaut. Salut. Bonjour. Alors Jean-Steve était le DSI puisqu'il vient juste de partir, mais il a mené un projet assez intéressant sur lequel on va parler ensemble. Et Thibaut, alors je ne vais pas dire de bêtises, Thibaut, tu es le directeur marketing, c'est ça, hein? C'est ça. Ok. Et donc du coup, ils ont travaillé ensemble sur la création de ce produit et voilà, comme cet épisode du podcast rentre dans la saison de la révolution numérique dans l'industrie, on va travailler, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est et la création d'un produit, d'un service à destination des clients alors qu'on est dans une industrie. Voilà. Est-ce que Jean-Steph, tu peux commencer par te présenter rapidement et présenter ce que fait Sames Kremlin? Donc oui, je suis le DSI donc de Sames Kremlin, qui m'occupe de tout ce qui est système d'information pour cette société. Sames Kremlin est le leader dans son domaine qui est la pulvérisation industrielle. Donc que ça soit pour de l'automobile, que ce soit pour des meubles, avec des technologies toujours innovantes, toujours en avance. On est vraiment sur du haut de gamme dans la pulvérisation et on se situe toujours un peu en avance par rapport aux autres. Ce qui nous a amené justement à avoir cette vue industrielle et à se proposer des nouveaux services pour continuer à avoir cette vue innovante dans le monde de l'industrie. Ok, très clair. Et Thibaut, toi? Donc directeur marketing, tu étais directeur R&D à un moment donné, c'est ça aussi? Alors oui, j'ai commencé, en fait, je suis un vieux de la vieille chez Sames Kremlin, ça fait 20 ans, donc j'ai commencé, j'ai vu tout le process en commençant par la R&D, je me suis occupé après du marketing, pour finir sur des projets plus stratégiques et de transformation type transformation numérique dont on va parler aujourd'hui. Ok, très clair. Et du coup, Jean-Steph, explique-moi, parce que moi je comprends pas très bien ce que fait Sames Kremlin encore, c'est quoi? C'est que vous avez des tolls, des trucs qui arrivent chez vous et vous les traitez, vous faites le traitement chez vos clients, ça se passe comment? Alors si je résume, il y a deux grands mondes. Il y a le monde vraiment industriel, par exemple automobile, où on fait le robot au sens général, qui va pulvériser, qui va permettre de peindre la voiture. Donc c'est vous qui fabriquez les robots? Alors le robot en tant que tel, le bras qui bouge, cette partie-là est quelque chose que l'on sous-traite. Nous, on est vraiment sur la partie purement pulvérisation. C'est le système qui permet d'envoyer la peinture sur l'automobile. Et c'est des choses qu'on fait avec de l'électrostatique. Ce n'est pas simplement la peinture qu'on pourrait imaginer, qu'on envoie, comme on a chez soi. Et en même temps, on a une partie de notre activité qui est faite plus pour du professionnel, mais à plus petite échelle, qui permettrait pour travailler dans du bâtiment, par exemple, avec des pistolets qui sont plus artisanaux, mais pas pour le monde. On est sur du B2B, on n'est pas du tout sur du B2C pour l'instant. Ok, très clair. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, Jean-Steph, c'est la DSI, c'est combien de personnes en interne, en externe? Alors, en interne, c'est une
toute petite équipe. Donc, alors, Sames Kremlin, on travaille avec 15 filiales sur 15 pays différents. Oui, vous êtes combien de salariés? Nous sommes 1000 salariés en tout, répartis sur 15 filiales et avec 3 grands sites de production. Donc, au niveau IT, je dirais que c'est un peu la motivation de ma venue il y a 3 ans chez Sames Kremlin. C'était une société qui, d'un point de vue numérique, était un peu endormie. C'était pas, et chaque filiale avait un petit peu sa façon de travailler l'informatique sans informaticien de son côté. Et l'un des objectifs qui était de ma venue, a été de créer un système d'information au global du groupe. Donc, Sames Kremlin. Et c'est à ce moment-là que, quand on parle d'organisation, il faut voir qu'à l'époque, il y avait en gros une personne sur les 2 sites de production et ensuite c'est tout sous-traité. Et actuellement, nous sommes 4 personnes en interne et travaillons beaucoup en sous-traitance. Ok, très clair, très clair. Bon, et du coup, c'est sur quelle activité, la première avec le robot ou la seconde sur le B2B plus petit qui a nécessité la création d'un service? Là, on est vraiment sur celle où il y a on est sur du robot. On est vraiment sur l'idée, c'était l'idée de Thibaut quand il m'a contacté, il nous a présenté le projet. C'est vraiment d'apporter une valeur ajoutée à cette industrie en donnant cette fois-ci de la visibilité, des services supplémentaires à l'utilisation de ces outils. Ok. Et Thibaut, toi, donc du coup, la genèse de l'enjeu market, enfin, l'enjeu commercial, l'enjeu client, c'est parce que tu es allé sur le terrain et tu as vu qu'il y avait des demandes là-dessus, c'est parce que les sales te le disaient, c'est parce qu'il y a une problématique de support. Comment tu valides ou comment tu vois un intérêt en dehors du vouloir faire un truc connecté que tout le monde a envie de connecter, tu vois? Non, alors il y a eu, c'est la croisée de plusieurs choses. Il y a la tendance actuelle qui est effectivement de dire on fait du connecté, mais dans notre milieu de la peinture, faut savoir que la peinture c'est sympa, mais ça sent mauvais et ça tâche et plus personne ne va en faire. Donc on a de moins en moins de personnes qui sont capables de gérer ça. En plus c'est des produits chimiques, ça devient très compliqué. Donc comme on n'a plus personne, et en regardant ça, je me suis dit qu'il va falloir absolument pouvoir prendre la main à distance et pouvoir piloter, avoir les informations à distance pour éviter justement cet effet de problématique de turnover de leurs opérateurs. Donc en fait, c'était parce que tu voyais qu'il y avait un changement structurel on allait être bloqué par avoir les opérateurs en capacité d'utiliser vos machines, c'est ça? C'est pas en capacité, c'est que en fait les gens s'en vont. Il y a vraiment de plus en plus de turnover et les gens faut les former. Et on n'a pas le temps, et c'est un vrai métier la peinture, donc ça prend pas en 30 secondes. Et donc tous les clients se retrouvent avec la même problématique de dire j'ai besoin de recruter des gens compétents, et il y en a de moins en moins parce que les gens aiment ça de moins en moins. Donc d'où l'automatisation du process entre guillemets, en voulant le connecter et récupérer les informations pour les remonter autant en interne, autant au gouvernement, autant en vérification de process pour s'assurer que les systèmes fonctionnent bien. Donc ça a été vraiment le centre. L'idée donc du coup c'est de dire on va permettre de piloter les robots de peinture à distance en ayant un contrôle qualité comme si on y était, c'est ça? Alors on va permettre de s'assurer que tout le système fonctionne bien pour s'assurer d'une constante dans la qualité d'application et donc du coup une amélioration de la productivité parce qu'il n'y aura pas d'arrêt de chaîne, il n'y aura pas tout ça. Tout ça en temps réel et qu'on puisse récupérer l'information donc soit chez le client, soit chez les autres acteurs qui pourraient s'occuper de la maintenance ou qui pourraient s'occuper des produits de l'achat, typiquement des peintures pour redonner les consommations, etc. Ok, et pour être sûr de comprendre, parce qu'aujourd'hui les opérateurs en fait ce qu'ils font c'est du contrôle de qualité, contrôle de si la machine, toutes ces informations sont... Ok, et donc du coup toi tu dis on peut le faire à distance avec des personnes qui auraient ce contrôle-là mutualisé, etc. C'est ça? C'est ça, et avoir la compétence aussi, parce que du coup ça demande moins de savoir-faire, parce qu'en fait la plupart du temps ils changent de couleur, donc ils rajoutent un fût. Quand tout va bien, c'est ça, c'est on re-remplit les fûts qui sont consommés, c'est assez trivial. Mais des fois ça va moins bien. Et donc du coup toi Jean-Steve, en gros t'as Thibaut qui arrive en mode oui il faudrait faire un produit, ça peut être cool machin, enfin bon je la fais courte, mais globalement dans ce genre de moment, de toute façon, dans tous les cas, toi, la DSI, t'es sous l'eau parce que toute une DSI est toujours sous l'eau. Toute DSI qui se respecte est sous l'eau.
Et en fait, on arrive avec un projet qui peut être super intéressant, mais ROI sur ma long terme, comment on fait ce genre de choses, dans quel espace de temps. Bon, grosso modo, j'imagine que c'est un des premiers projets qui peut se créer comme ça en mode service, où il y a une forte valeur ajoutée. Donc du coup, c'est pas classique d'aborder ce genre de problématique. Comment toi, où tu entends cette problématique-là et comment tu dis, ok, on va travailler ensemble, on va essayer de trouver une façon de faire. En fait, on s'est tombé à un moment où on était à la fois en interne en train de complètement revoir les systèmes. Quand on a parlé des systèmes classiques de DSI, on avait toutes les infrastructures à remettre en place, on avait un ERP à remettre en place, la finance, le BI, et en plus arrive ce côté tourné vers l'extérieur qu'on doit mettre assez rapidement. Donc la première des choses qu'on a essayé de faire, parce qu'on est dans une PME, on n'est pas une grande société avec moult moyens, on avait plutôt une frugalité, ça a été d'intégrer cette nouvelle vision dans notre roadmap comme un projet client qu'on traiterait comme un ERP pour essayer de rationaliser un petit peu l'activité et de mutualiser tant les technologies que les hommes pour les traiter en parallèle. On a essayé d'éviter d'avoir d'un côté une équipe qui s'occupe de l'interne, qui serait un peu du travail. Oui, le travail de plomberie pas intéressant, à qui on donne sa vite fait, voilà, on est d'accord. Et au contraire, j'ai essayé d'insulfer cette partie-là à l'équipe en disant on va travailler sur la plomberie, c'est pas très intéressant, c'est nécessaire, mais avec cette même plomberie, on va pouvoir répondre aussi à d'autres problématiques, des problèmes clients qui seront beaucoup plus fun pour l'équipe et qui va leur servir aussi un petit peu d'aiguillon de motivation. Et d'un côté financier, on a cette double casquette quand on a cette visée, ce qui nous permet aussi, au niveau des technologies et des moyens qu'on va mettre en place, de mettre une technologie qui réponde aux deux en même temps. C'est juste la façon de le faire qui va changer. Ok. Et donc du coup, toi, t'as fait vraiment attention de pas créer, de pas scinder dans ton équipe des gens qui font des trucs cool et des gens qui font des trucs relous. Ça paraît intelligent, même si on peut faire rapidement cette erreur-là parce que sans faire attention. Et après, donc du coup, ça a été motivant pour les équipes, hein. Et ensuite, comment tu t'es, alors après on parlera des budgets, etc. Mais comment, et j'aimerais bien avoir votre deux sons de cloche. Comment vous êtes structurés ensemble pour pas tomber dans un truc un peu relou classique, AMOA, MOE, on se parle pas, je t'envoie un cahier des charges, je te dis ce qu'il faut faire et en même temps tu le fais. Et comment vous avez réussi à vraiment avoir un product management commun? Un petit mot, comment, c'est quoi toi, parce que c'est toi, comment t'as évité d'être le client interne relou? Alors, moi, ça a été très très simple. Je n'y connaissais rien. Donc, et j'ai été tout de suite très cash avec Jean-Steph. J'ai dit, alors, j'y comprends rien. Et quand vous me parlez chinois. Donc, et surtout, j'aurais posé la question, qu'est-ce qu'il vous faut comme information? Donc, partant de là, en fait, on a travaillé en commun. Ça a été assez simple. Ça s'est fait tout seul. Parce que comme j'avais aucune idée, donc il m'a juste guidé en disant, j'ai besoin de ça comme info, ça comme info, ça comme info. Il m'a fait la liste des infos dont j'avais besoin, que j'ai récupéré, que je lui ai redescendu, en précisant au fur et à mesure les choses dont il avait besoin. Il n'y a pas eu de cahier des charges pur parce que effectivement on n'est pas une boîte structurée. Nous on fait des pistolets de peinture, hein, c'est-à-dire qu'on fait des trous dans du métal. Hein, on n'a pas l'habitude de faire de l'informatique ni, enfin moi en tout cas, ni de faire des gros cahiers des charges logiciels. Donc voilà, ça s'est fait en bonne intelligence. Il n'y a pas eu de difficulté particulière. Ok. Et toi, Jean-Steph, du coup, comment donc t'as Thibaut qui arrive, hein, et qui a plus ou moins des idées précises sur ce qu'il veut, mais il sait pas comment faire. Comment t'as abordé le problème? En fait, j'ai voulu sortir du carcan du grand cahier des charges en 300 pages et après on réalise. On a commencé par parler uniquement business, service, ce qu'on attendait, ce qu'on voulait, et on a parlé surtout métier. Et plus que dire je connecte une machine à un cloud ou à un reporting, on a vraiment pensé service en disant ok, on va mettre ça, on va remonter des informations, qu'est-ce qu'on a besoin après, il faut qu'on fasse du support, il faut qu'on fasse de la com, il faut qu'on fasse, et c'est à ce moment-là où on a travaillé plutôt en mode agile, où on a fait les différents thèmes qui font qu'un service, c'est quand même une sorte, je vais pas dire une business unit, mais c'est vraiment un monde entier qu'on recrée avec tous les autres services adjacents pour que ça fonctionne. On les a identifiés, puis on a avancé par étapes, en mode itératif. Voilà, on a besoin de s'identifier. Comment on fait? On va travailler l'identification. On a parlé business.
Et après, on a essayé au maximum de détacher Thibaut et ses équipes de tout ce qui a été technique. Ça, par contre, le côté technique, ça a été plus notre sauce interne à nous. Et on est remonté plus sur des impossibilités techniques à faire ce qu'on souhaitait faire, parce que la lettre au Père Noël était trop jolie, ou voire même proposer des solutions souvent alternatives qui travaillent toujours dans le sens de l'efficacité et puis aussi de l'efficience en termes de temps et puis économique. Ok. Et du coup, par exemple, est-ce que vous avez désigné, parce que c'était pas encore la culture de l'entreprise, puisque c'est la première fois que vous le faisiez, etc. Donc j'imagine que vous appreniez aussi en faisant. Est-ce que vous avez nommé un product owner? Est-ce qu'il était dans les équipes de Thibaut? Est-ce que c'était dans tes équipes à toi, Jean-Steve? Est-ce que vous avez découpé ça en sprint? Est-ce que vous avez, en fait, en termes de méthodologie, est-ce que vous avez essayé un peu de structurer pas pour structurer, mais pour donner un peu des concentrations de temps et d'efforts pour avoir un résultat pour pouvoir tester, ou ça s'est pas fait comme ça? Alors, on est rentré dans un mode, je dirais, un mode agile, mais sans vraiment le dire. On n'a pas identifié de product owner. On n'a pas voulu faire peur, par exemple, à un Thibaut, on lui dit, dorénavant, t'es le product owner, c'est tout toi qui vas être responsable de tout ce qui se passe, c'est ta faute si ça va pas. Donc, mais il a tenu le rôle. Disons que, à un moment, on décide et on a dit, à un moment, quand il y a des décisions à prendre, c'est Thibaut qui porte le métier, qui sait ce qu'il y a sur le terrain, qui va décider ce qu'il y a à faire, qui va trancher quand on ne saura pas trancher. Donc ça, il commence à prendre ce rôle-là. Et ensuite, on a établi une sorte de budget global, mais on s'est établi des étapes assez courtes à chaque fois, ce qu'on appelle dans notre jargon du sprint, mais on l'a pas dit. On a dit, on va juste faire cette partie-là petit à petit. Et en fait, ça s'est fait en bonne intelligence de ce type-là. Puis on est surtout resté métier. On a toujours eu en tête de qu'est-ce qu'on veut à la fin, et la partie technique a été beaucoup plus occultée. Ok. Non, mais c'est intéressant. Donc, en fait, du coup, la DSI, t'as fait attention de pas rentrer dans un jargon pompeux qui est exclu parce que, du coup, ça met toujours dans les personnes dans l'inconfort s'ils sont pas habitués. C'est un premier point. Mais t'as gardé les bases de la méthodologie en disant, il y a un responsable, il y a un client, c'est lui qui est impliqué, il met du temps, donc c'est lui qui tranche quand on sait pas. Et, on va faire des péages un peu qui sont un peu courts en termes de temps pour pas laisser dériver les choses trop longtemps. Et la même chose au niveau des définitions, plutôt que faire des cahiers des charges, on a orienté ça user story, features, mais sans le dire nommément. Par contre, on a travaillé de ce type-là pour avancer, puis ça donne du concret. Plus que des grands cahiers, on sait ce qu'on va et où on va, et il y a du concret à chaque fois avec des délivrables bien concrets pour identifier voilà ce que j'attends à la fin. Ok. Et je pense que du coup là, comme Thibaut, c'était ton projet, enfin tu as ton idée, etc. Là, tu avais le temps pour le faire, enfin tu prenais le temps. Et ça montre aussi, j'imagine, Jean-Steve, un delta entre les projets quand ils sont vitaux, qu'on va absolument les faire, le métier là prend le temps de faire du build, vs quand c'est des projets un peu nice to have et où ils prennent pas le temps de le faire. Toi, tes équipes ont dû voir aussi la différence, Jean-Steve, entre quand le métier est vraiment impliqué à fond et quand c'est plus compliqué. Ah oui. Oui, sur les travaux de fond où on voit moins. Sur un certain côté, ils nous font peut-être plus confiance, mais ils nous posent beaucoup moins de questions, ils sont moins demandants, alors que là-dessus, oui, on avait quand même un appétit certain de Thibaut à dire, bon, alors quand est-ce que ça arrive, c'est long, pourquoi ça avance pas plus vite, qu'est-ce qui vous manque pour qu'on avance? Et toi, Thibaut, du coup, tu t'es laissé un peu porter méthodologiquement par Jean-Steve et ses équipes là-dessus. Et toi, est-ce que tu t'y es retrouvé dans l'expression, tu vois, de tes besoins, dans la compréhension de tes montées en compétences? Est-ce que dans le processus, qu'est-ce que tu dirais en mode, tu referais de la même manière ou qu'est-ce que tu changerais pour si tu devrais créer un nouveau service comme ça? Alors oui, je me suis laissé guider parce qu'effectivement, j'y connaissais rien. Non, et effectivement, est-ce que je changerais quelque chose Sûrement, il y aura des choses à changer, mais c'est un projet qui se passe bien. Donc quand ça se passe bien, pourquoi changer? Non, faut être honnête, ça se passe bien, les délivrables sont bons, c'est cohérent, et il y a aussi un retour d'expérience du coup, ce qui a été assez drôle, c'est que même l'équipe de Jean-Steve a commencé à dire, attends, ça, on le verrait peut-être plus comme ci, comme ça, parce qu'ils ont plus d'expérience aussi, donc ce qui a permis aussi de faire bouger les lignes de mon côté. Donc ça a été vraiment bénéfique, le fait que ce soit pas top to bottom. Vous avez vraiment fait équipe en fait, parce que souvent dans le mot équipe projet, les gens entendent projet, alors que le mot principal c'est peut-être le mot équipe, hein, mais personne prend le temps de faire vraiment équipe. Et là, vous avez fait une équipe pluridisciplinaire orientée vers un résultat qui était motivant pour tout le monde. Bon, du coup maintenant, si on va un peu plus
sur les enjeux techniques. Donc, on est sur le fait de dire, on va connecter des machines worldwide pour remonter les informations que la machine a déjà, mais qui restent en local, pour avoir une vision globale et nous avoir des alertes, aider à mutualiser ce contrôle qualité. Bon, ça, j'imagine que c'est quand même un sacré bordel. C'est quoi les trois, quatre grosses problématiques à traiter sur un projet comme ça, Jean-Steve? Alors, déjà, Thibaut, il s'occupait pas de la technique, sauf sur une chose. Il nous a dit, nos clients veulent de l'OPCUA. Après, vous, DSI, vous faites ce que vous voulez, vous allez me présenter, vous avancez. Par contre, vous avez une contrainte technique pour des raisons d'intégration chez nos grands clients. Tout ce que vous allez faire en IoT va devoir être en OPCUA. Et c'est quoi l'OPCUA? C'est un standard un protocole de communication qui est souvent utilisé, qui va devenir même un standard plus général, qui sert à faire communiquer des machines, souvent en interne, et qui va être maintenant sert aussi pour travailler à l'extérieur de l'entreprise. Ok, donc c'est le protocole de base maintenant pour toute communication des machines, la donnée qu'elle sorte là-dessus. Ok. C'est une évolution de l'OPC standard qui sert à faire dialoguer ce système en interne, mais qui va nous servir aussi pour nous, pour l'externe. Avec cette volonté que nos machines communiquent vers l'extérieur, mais potentiellement le client peut décider de les garder et de faire communiquer avec ces systèmes. Ok, donc déjà c'est intéressant parce que c'est le marketing qui a réussi, en parlant avec les clients externes, en disant attention, là il y a un point, c'est que ils achèteront, mais il faut que ça soit sur le standard technique et ça c'est vrai. Vas-y Thibaut, ouais. Il y a une autre chose que je voudrais rajouter. Il y a eu deux points importants. C'est un, l'OPCUA, et deux, les clients n'ont pas d'IT. Je lui ai dit, imaginez une box type Freebox ou les box que vous avez chez vous. Il faut que les clients ont ça chez eux parce que ça peut être des tout petits clients et donc il faut juste qu'ils le branchent et que ça fonctionne. C'était vraiment les deux gros enjeux, ils étaient là. Il y avait vraiment un truc de simplicité, mode clé en main où le client il a pas de setup quoi. T'arrives, tu l'as posé, ça fonctionne. Exactement. Donc vas-y, ouais, après donc Jean, donc il y avait ce premier truc donc qui avait les deux enjeux techniques remontés par le marketing pour le client. OK. Et tu as dit qu'il y en avait deux autres, vas-y. Alors ça c'était l'enjeu et l'enjeu derrière c'est de trouver la solution. Alors nous on travaille comme on n'est pas nombreux et qu'on évite de faire du développement, c'est de retrouver justement cet effet de simplicité, c'est l'un des aspects de simplicité et qui en plus nous permettent de travailler avec le reste du monde parce que là on a parlé vraiment client. Il faut voir que ces informations-là, nous, Samescrem-là, on en a aussi besoin pour étudier nos machines et avoir un côté CRM, remonter ces informations au niveau d'une CRM pour mieux étudier ce qui se passe. Donc, à partir de ce moment-là, comme on est une société assez Microsoft, on a fait des choix. Un premier choix. Une ETI française industrielle, une PME française, un jour qu'elle me dira pas je suis Microsoft, là c'est là où tu vois que les gars ont le monopole quoi. Je pense qu'avec les 250 DSI que j'ai interviewés en moins d'un an, il y a personne qui m'a dit on n'est pas Microsoft dans l'industrie. C'est un truc de dingue. Donc, en fait, quand on regarde réellement, il faut reconnaître que côté américain, si c'était pas Microsoft, on aurait du IBM, du Google. Enfin, on est un petit peu en retard sur ces plateformes standardisées autour de l'IoT. Et ça, je dirais que c'est un peu dommage. J'essaye justement de se désengager, d'être pas dépendant uniquement d'un pays, d'une technologie, mais il faut reconnaître qu'on a un travail à faire actuellement pour avancer et on n'est pas encore en France ou même en Europe vraiment souverain sur cette partie-là. Clairement. Je te taquine, hein, c'est pas contre toi, promis. Non, mais sur d'autres aspects, sur des aspects de sécurité ou de réseau qui étaient plus en interne, un des critères a été justement de sortir, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et on voit que dans certains domaines, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais, clairement. Ok. Donc du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc donc problématique technique à aborder dès le début. Donc ensuite, il a fallu trouver des compétences externes de gens qui ont travaillé et surtout on a une compétence internationale car notre système, on l'a tout de suite pensé au niveau global. Donc c'est là où on a pu travailler sur les deux pieds de l'informatique interne. On déploie de l'ERP, on déploie du CRM sur des pays comme la Chine, le Brésil ou la Russie avec des contraintes très fortes légales.
Donc, on travaille très fortement sur comment on travaille avec ces pays-là. Et en même temps, on a des clients externes avec qui on veut travailler et qu'on veut fournir des services. Donc, ce qu'on gagne d'un côté en compétences sur le domaine, on a pu le récupérer facilement pour travailler avec Thibaut en disant on peut se déployer parce que le travail qu'on fait d'un côté, on peut le récupérer pour toi, pour travailler rapidement sur et proposer ces services à d'autres pays et pas être commencé franco-français. Hein. Et du coup, par exemple, donc que je comprenne bien, donc toi, t'as des machines qui ont elles la data à l'intérieur, donc du coup déjà tu dois te connecter donc sur l'OPCUA pour aller chercher pour collecter la donnée déjà locale. Et ensuite, donc c'est toi qui rajoutes j'imagine un boîtier sur la machine, c'est ça? C'est plus pour l'instant, c'est plus du code, oui, un bout de boîtier intégré à la machine, effectivement, qui lui va nous sortir l'information au niveau de notre cloud. Ok. Et du coup, la remontée de l'information pour qu'elle soit worldwide, parce que tu vois, tu parlais de la Chine par exemple, enfin, ça doit être une mission d'avoir la même façon de faire remonter l'information entre tous ces pays-là. C'est une contrainte que vous avez voulu aborder dès le début parce que sinon vous ne pourriez pas adresser votre marché, c'est ça? Exactement. Et puis surtout, on sait qu'on risque d'avoir des contraintes. Ça serait dommage de commencer sur une solution quand Thibaut va dire, bon, ça y est, on a des gros contrats en Chine, on dit, ah, il faut qu'on se remette à penser, parce qu'on te l'a pas dit, mais ça fonctionne en France et aux US, mais ça fonctionnera pas ailleurs. Et toi, ça, Thibaut, ouais, t'avais vraiment cet enjeu-là, Worldwide dès le début, à n'importe quel prix, parce que tu vois, c'est toujours une question d'argent, quoi. C'est-à-dire, si faire la solution qui marche dans tous les pays du monde dès le début, ça coûte 5 fois plus cher que de faire une solution qui fonctionne en Europe, t'aurais pas pu prendre. Je veux dire, de toute façon, on n'avait pas le choix parce qu'on est mondial et donc on a quand même, nous on travaille à 80% à l'export. Donc ça a été même plutôt l'inverse. Il fallait même plus limite qu'on soit plus en Chine et aux États-Unis qu'en France, je vais le dire. Alors le coût, oui, ça, j'ai été très clair là-dessus. Il fallait pas que ça coûte cher, hein, ça, parce que les gens qui sont connectés aujourd'hui, on le voit tous, hein, on n'est pas prêt à payer les services qui coûtent cher sur nos téléphones portables pour récupérer l'information. Ouais, mais du coup, il y a le coût de cher ce que tu vends, mais le coût de cher pour vous, le projet de le faire. Ah bah, de toute façon, il faut que ce soit rentable. Donc, il y a un moment, c'est lié. Si on peut pas vendre cher, ça peut pas coûter cher. Sinon, perdre de l'argent, ça n'existe pas dans la vie. Et du coup, tu dis, c'est un truc que je comprends pas en termes commercial et marketing. Tu dis, c'est un projet super important, mais ils veulent pas l'acheter cher. Et en général, quand c'est vraiment un projet important et que ça fait mal, les gens ils sont prêts à l'acheter cher. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu décorrélé entre le pain que tu vas adresser, où toi tu dis que c'est super important parce qu'ils ont du turnover, versus le coût qu'ils sont prêts à acheter? Alors, aujourd'hui, je vais répondre comme ça. Aujourd'hui, dans l'industrie, on est très peu connecté. Alors, dans notre milieu, hein, dans notre pilier de peinture, on est très très peu connecté, donc les gens restent toujours très humains et donc sont pas encore habitués à ce genre d'outils. Donc ils ne voient pas encore complètement la valeur ajoutée. Et d'ailleurs, quand on va voir les clients, je leur pose la question, combien vous l'achèteriez, bon, les questions de base, ils me disent, bah je sais pas combien ça me rapporte. Voilà. Et ça, donc effectivement, ils n'ont pas encore cette notion, même si on leur dit au début, de toute façon, quand un mec du marketing vient vous voir pour vous dire des trucs, on commence par dire, il me raconte n'importe quoi. Voilà, mais pour l'instant, c'est compliqué à vendre, j'avoue. Ok, non, mais c'est pas une question de piège, c'est juste que je voulais comprendre. Parce que moi, quand tu parles du pain, donc du coup, bah, les mecs, il y a du turnover et du coup, ils peuvent pas contrôler, c'est un vrai pain, tu vois. Tu dis, bah, les mecs, ils peuvent pas faire le contrôle qualité, ça va les problèmes. Mais peut-être qu'il n'y a pas encore les études de cas précises dites par des gens en dehors de vous qui ont étudié le ROI de ce type de solution qui font que du coup, la stratégie d'investissement est plus simple parce qu'au final, aujourd'hui, peut-être qu'ils savent même pas combien de fois, à cause du turnover, ils ont dû arrêter une chaîne ou combien de fois ils ont dû acheter de l'intérim qualifié au dernier moment qui avait perturbé tout l'agenda de tout le monde. Enfin, tu vois, Et ça, ce sont tous les outils que nous on doit mettre en place pour prouver notre système en fait. ouais, prouver la valeur et donc du coup là tu pourras le vendre à un prix qui correspondra au pain réel du client et pas juste on a connecté quelque chose pour le connecter quoi. Et donc du coup toi Jean-Steph du coup par curiosité comment t'as fait pour assurer que la connectivité allait marcher dans tous les pays? En fait, on a deux systèmes. On a commencé par le faire le tout simple, voir la connexion. En travaillant avec Microsoft, on a des connexions
relativement aisée de partout. Et pour les pays plus compliqués, on avait des solutions type SASI qui nous assurent des liens plus simples, plus stables dans des pays plus exotiques. Donc là, on en était pour l'instant, on n'a pas eu besoin de le mettre en place. Mais sinon, c'est vrai que c'est ces aspects-là que nous devions regarder. Et là, je suis parti un petit peu à ce moment-là. Ok. Et tu parlais de SASI, c'est quoi SASI? Moi, je connais pas. SASI, c'est du SD-WAN avec la sécurité intégrée, mais surtout, sur les modèles qu'on a regardés, c'est qu'on bénéficie d'autoroutes dédiées pour que l'information circule beaucoup plus rapidement. On a un peu en local et après, ce sont des autoroutes dédiées qui nous permettent de remonter des informations d'un point A à un point B beaucoup plus rapidement. Mais c'est quoi? C'est comme un opérateur télécom qui te donne un opérateur mondial qui a lui à négocier avec tous les pays et du coup tu prends un abonnement chez lui? Alors c'est ça, et en plus il nous assure des aspects. En fait, au niveau du groupe Sames Kremlin, on a déployé cette technologie-là pour justement relier toutes nos filiales entre elles et qui nous permettent d'avoir à la fois de la bande passante et de la qualité et à la fois de la sécurité, parce que c'est un aspect aussi important qu'on doit développer au niveau de l'IoT. Et ce qui nous a permis de pouvoir déployer ensuite, de considérer un nouveau client comme une nouvelle filiale, par exemple, et qui nous permet d'avoir à la fois de la bande passante, donc de la performance de circulation et de la sécurité au niveau de la remontée de l'information. Ok, donc t'as un contrat avec une entreprise qui gère toute ta partie communication, remontée d'information. Ok. Donc pas de roaming, de trucs comme ça, c'est pas toi qui le gères, quoi. Non, on a délégué. On a une petite équipe, on a peu de valeur ajoutée à gérer cette partie-là. On a délégué. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et le volume de données remontées est important par machine? Alors, pour l'instant, on n'est pas sur des grandes volumétries, hein. On n'est pas sur des grandes volumétries. On a commencé par de la télémétrie. Ce sont des volumétries relativement faibles, sachant que on fait à la fois de la télémétrie et on attaque la partie machine learning. Ok, déjà. Mais machine learning sur un petit volume? Sur un petit, c'est surtout qu'on se prépare parce que si on fait tout ça, c'est qu'à terme, ce qu'on vise aussi, c'est des maintenances prédictives, ce sont des analyses. Et on préfère commencer en interne à travailler sur ces modèles-là avec même peu de données et qui vont s'enrichir au fil du temps pour que le jour où Thibaut nous dise ça y est, la télémétrie c'est bon, ça marche bien, maintenant on veut passer à la maintenance prédictive. Nous, de notre côté, on est déjà expérimenté les solutions et qu'on puisse dire ok, on va passer maintenant à une phase un peu plus industrielle, on maîtrise la technologie, que fait-on, que veux-tu faire? Et toi, Thibaut, donc du coup, là, vous êtes à un stade où vous avez mis en place, vous êtes en train de faire des POC pour valider, etc. Et donc du coup, après, c'est quoi ta stratégie de go-to-market? L'objectif, alors, savoir que tous les équipements, en fait, vont être connectables en natif. Donc, ça va permettre d'occuper le terrain et automatiquement d'avoir les équipements disponibles et prêts, même si les clients sont aujourd'hui pas prêts ou ne veulent pas, parce on a certains clients qui veulent même pas donner leurs données de production dans le cloud, hein, pour des questions de sécurité. Donc on va commencer par les avoir de façon native et au fur et à mesure on va proposer les services, et donc pour pouvoir obtenir les services, il va falloir commencer à connecter la machine, donc pour pouvoir récupérer les informations. Certains clients, eux, sont prêts même déjà à donner la connectivité, ce qui permet d'avoir tout un tas de données et derrière de leur proposer des services sur mesure. Donc on a deux typologies de clients et deux axes. Le troisième axe, c'est surtout via notre réseau de distribution, parce qu'on vend par un réseau de distribution, qui, eux, sont très, très intéressés par cette vision de machine à distance, parce que ils ont des clients qui peuvent être à 500 km de chez eux, et donc organiser les déplacements, ça leur coûte un bras. Donc s'ils peuvent déjà pré-mâcher le travail, savoir les problèmes, savoir les pièces de rechange à emmener, ou voir résoudre le problème à distance, c'est un énorme avantage pour eux. Donc vraiment, nos distributeurs vont être une équipe qui va nous aider à bien promouvoir le système. Ok, très clair. Et du coup, Jean-Steve, sur la partie donc de pilote, etc., hardware ou autre, tu as eu besoin donc de compétences externes. Tu disais, c'est sur quel, en dehors du coup, bien sûr, du réseau, mais plutôt de personnes qui ont travaillé avec vous, avec tes équipes. C'est sur quel type de compétences que t'as dû faire appel à des externes?
Très, très clairement, on a travaillé sur la partie IoT Hub. On a eu besoin de compétences et d'expérience aussi, parce que c'est sur cette mise en place de l'utilisation de l'IoT Hub de Microsoft dans un environnement international. Et c'est là où on s'est enrichi de la compétence technique et des retours d'expérience plus ou moins heureuses, des problèmes qu'ils ont eus et que nous, du coup, on a essayé d'éviter. C'est cette partie-là qu'on a réellement sous-traité et sous-traité dans le phase de travailler avec eux, apporter l'expérience, mais aussi de notre côté monter en compétences en interne sur le domaine. Ok. Et du coup, cette montée en compétences, quand c'est comme ça, est-ce que tu mets quelqu'un en binôme de ton équipe avec le sous-traitant pour que cette personne-là puisse monter en compétences et avoir en interne le savoir, ou c'était vraiment trop éloigné des compétences internes et donc du coup, t'as pas pu faire ça? Non, non, on est vraiment dans de la co-construction. C'est-à-dire que on a le besoin, on travaille, on nous propose une solution et quand la solution est faite, on nous retransmet en interne pourquoi, comment cela fonctionne pour que cette fois-ci, sur le coup d'après, on sache comment ça fonctionne. Ok. Et donc, tu vois, on n'a pas abordé cette problématique-là, mais ça m'intéresse d'avoir vos avis à tous les deux sur la partie budgétaire et validation de ça en comité de direction. En gros, toi, Thibaut, t'es directeur marketing, machin, tu vois une idée de business, que ça fait sens, etc. Mais à un moment donné, faut savoir aussi combien on est prêt à investir à date aujourd'hui pour prouver que ça peut fonctionner. Donc, bien sûr, tu peux aller voir des clients, les mecs te disent oui, mais à un moment donné, faut le faire et voir si ça apporte la valeur ou autre. Comment vous avez réussi à valider un budget pour pouvoir faire les choses dans les bonnes conditions? Est-ce que c'est toi, Thibaut, t'as dit, t'as réussi à prouver un intérêt assez fort des clients et montrer que c'était vital pour vous? Et donc, du coup, bon, le codir a dit, bah, de toute façon, c'est le projet de l'année, donc ça, c'est revenu dans les top priorités. Ou est-ce que c'était pas une top priorité, donc du coup, vous avez dû un peu jouer, pousser les murs un peu pour avoir un espace budgétaire? Alors, faut savoir que nous, on a c'était pas un sujet top prioritaire parce que c'est plutôt un sujet long terme, un peu innovant chez nous. Donc, du coup, il a fallu qu'on prouve l'intérêt pour les clients. Donc, au Comex, on leur a prouvé. Budgétiser, effectivement, avoir un business plan sur à peu près ce qu'on avait gagné, le nombre d'équipements qu'on allait vendre en plus. Bon, ça c'est notre classique. Mais il y avait un autre aspect, c'est de toute façon, quelque part, on n'avait pas le choix. Si on ne prend pas ce virage digital, c'est une évidence que dans 10 ans, on est mort. Donc, du coup, ça reste un projet, tu dis long terme, mais ça reste un projet vital, parce que c'est vital, mais long terme, parce que effectivement, on le prend tout de suite le virage et on a 5-6 ans pour y aller sans aucun problème. Qui, à contrario, on a d'autres produits, il faut qu'on les sorte dans l'année qui suit. Donc c'est pour ça que quand je dis c'est pas prioritaire par rapport à notre problématique interne, mais c'est tout. Donc du coup, t'as pas eu de contraintes fortes budgétaires parce que même si c'était pas pour l'année, tout le monde était d'accord qu'il fallait absolument le faire à partir du moment où tu avais montré que les clients disaient que c'était important pour eux, c'est ça? Alors de toute façon, oui. Alors ça, tout le monde était très clair là-dessus, mais de toute façon, il y a le directeur financier qui nous a regardé, qui nous a dit bon, ok, mais combien ça coûte? Ça, il a fallu quand même qu'on ait un budget parce que de toute façon, c'est une ligne de dépense. Mais est-ce que t'as dû batailler toi de ton côté? Batailler, non, on n'a pas du tout bataillé. C'était très clair pour tout le monde. Après, on a juste estimé les coûts avec Jean-Steve. Et puis ça s'est mis en ligne de crédit, en ligne de budget, puis c'est parti. Ok. Et toi, Jean-Steph, sur la question donc du coup de budgéter, autant en termes de interne, temps passé, mais aussi en termes externe, c'est un nouveau type de projet. Donc forcément, savoir le temps que ça va prendre et ce que tu auras besoin quand tu l'as jamais fait, c'est aussi un peu prédire le futur, Madame Irma. Comment t'as fait en sorte que Madame Irma elle soit pas trop déconnante? En fait, on est parti de choses qu'on connaissait, de technos qu'on connaissait, et on a travaillé avec un budget, une première estimation basée sur nos expériences, en disant que ça devrait être à peu près par analogie, ça devrait tenir à peu près dans ce budget-là. On travaille sur des standards, il y a des sortes d'abac qui existent sur ce type de projet. On dit, tant qu'on reste dans ce type de projet, dans ces standards-là, on devrait arriver à se contenir sur la partie nouveauté dans ce budget. Et sur tout le reste, on a fait beaucoup de synergie avec les technologies existantes et avec les compétences existantes. On a pu limiter au maximum ces effets-là et surtout les estimer au mieux.
Donc, la partie vraiment instinctive, on est parti d'ABAC, du retour d'expérience du sous-traitant qu'on a challengé, mais on est vraiment parti sur des ABAC, des retours d'expérience, et on dit, bon, nous, ça va être à peu près la même chose. Ok, donc tu allais chercher des gens qui avaient fait des choses, pas forcément le même chose que vous, mais des choses similaires, création de produits, IoT, etc. Plus le sous-traitant, tu parles de Microsoft ou un prestataire de Microsoft, c'est ça? Voilà, Microsoft est un prestataire de Microsoft. Ok. Et est-ce que tu as, parce que tu as le projet, donc toi tu l'as phasé aussi. Est-ce que tu as fait un budget par phase, comme ça au moins ton pourcentage d'erreur était plus, ou est-ce que tu as fait un budget total? Donc, on a estimé une enveloppe totale, mais surtout après, on a l'outil. On est toujours dans cette logique un petit peu agile, où on se pose des jalons courts et on vérifie. Normalement, ça doit être, on est dans un projet standard, ça devrait coûter tant à telle phase, tant à telle phase, et on fait des étapes courtes juste pour vérifier que on est toujours en ligne et que ce qu'on a estimé, c'est vrai, un petit peu, je ne veux pas dire au doigt mouillé, mais rapidement, juste par analogie, on est toujours dans la même analogie et on n'est pas en train de dévier pour des raisons qu'on n'aurait pas vues au début. Et heureusement, pour l'instant, on s'est tenu et ça fonctionne. Attention, là, moi, j'y crois pas, ça. Non, non, mais je déconne. Mais ok, d'accord. Donc, globalement, en fait, c'est aussi aller chercher l'expertise de gens qui ont déjà fait. Forcément, ça facilite énormément. Ok. Et alors ça, c'est sur les coûts, on va dire, structurels, etc. Mais sur le temps passé, toi, par exemple, Thibaut, bah, tu vois, tu sais le nombre de jours que tu dois passer à aller chercher le truc et tout. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Est-ce que c'était ton projet principal et ton unique projet, donc du coup, bah, t'étais full là-dessus, ou est-ce que t'avais d'autres projets en mode market et donc du coup, t'as pu être ric-rac en termes de temps à passer sur ce projet-là? Non, celui-là, je me suis concentré dessus j'ai vraiment dégagé du temps pour le faire. Donc voilà, et ça a été clair là-dessus pour tout le monde. Il a fallu effectivement qu'on. Non, non, mais c'est clair, mais c'est top. Moi, ce que j'en retiens, c'est besoin client identifié par le marketing, mais au niveau, besoin aussi systémique au niveau de l'entreprise de changer à ce niveau-là, parce que possibilité en fait, c'est pas la digitalisation pour la digitalisation, mais il y a du turnover, nos produits vont être moins utilisés, il y a des enjeux. Donc, du coup, comment on aborde cette problématique-là chez nos clients, même si aujourd'hui ils sont pas prêts à l'acheter parce qu'on n'a pas tous les éléments marketing qui expliquent le ROI, etc. C'est encore jeune, mais le problème pour le client et pour nous est là systémique. On se met à table ensemble avec l'IT pour être sûr qu'on se comprenne en continu. Chacun a son expertise, on se respecte là-dessus, on y passe le temps. Toi, Jean-Steph, ça a permis de motiver les équipes parce que tu avais un projet cool et différent, et donc du coup, j'imagine ça a dû être motivant, c'est ce que tu disais. Et toi, Thibaut, tu étais en mode, j'ai compris certains points techniques qui sont indispensables pour le client parce qu'ils le disent clairement, mais après, tu fais confiance en interne pour aussi faire les choix là-dessus. C'est ça. Et on s'entoure aussi de personnes qui ont déjà fait des choses similaires aux experts pour mieux cadrer budgétairement, temporellement, puisque vous disiez que les phases avaient été respectées en termes de qualité et de coût, ce qui est déjà assez, ça fait partie du top 1% des projets dans la vie d'une entreprise. Et donc, du coup, ça a permis d'avoir, parce que vous deux vous dites que c'est une réussite en interne sur la collaboration comme sur le résultat du projet en lui-même, c'est ça, hein? Donc, on est bien sur une collaboration à 100% IT métier en continu avec une vraie envie enfin, vous avez fait équipe, quoi. Ben, je pense que le futur pour au niveau système d'information, c'est d'être vraiment proche, parler métier. Celui qui parlera pas métier, qui sera dégagé, tournera uniquement sur le côté purement technique, n'évoluerait pas. Maintenant, le SI se doit de discuter métier, de penser service et en interne s'occupera de la technologie, il a ses choix, sa vision. Mais maintenant, on peut pas, c'est pas une tour d'ivoire, l'IT, qui reste dans son coin. C'est vraiment, il faut qu'on parle métier, il faut qu'on s'intéresse et qu'on ait un langage compréhensible par le métier. Et de l'autre côté, toi, Thibaut, c'est pareil. Tu dois pas te comporter comme j'envoie mon cahier des charges, ils se démerderont. C'est moi le client. C'est pas le comportement que t'as eu, quoi. Ah si, complètement. J'ai compris pendant 45 minutes. Là, franchement, Bertrand, tu déconnes. Non, j'ai du fait effectivement que ce soit
Alors l'avantage a été, comme j'y connaissais rien, il a fallu vraiment que je m'appuie sur les autres et donc qu'on fasse une confiance, parce que c'est un peu le risque quand on connaît par cœur les choses, c'est que on peut avoir des préjugés et des avis qui sont pas forcément les bons. Et c'est aussi ce qui a très bien marché, c'est que les équipes de Genstev ont réussi à se mettre dans ma peau et dans la peau des clients utilisateurs. Et ça, c'est vraiment très agréable, parce que du coup, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Du coup, ça permet d'enrichir les sujets, les idées, et de comprendre vraiment mieux le besoin client. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!